On s'intéresse plus souvent à l'achat d'œuvres d'art, un petit peu moins à sa revente. Pourtant, contrairement aux autres marchés, le marché de l'art repose sur de nombreuses œuvres d'art uniques qui sont plus ou moins faciles à vendre. Je suis ravie d'aborder cette question avec Jean-François Flity. Bonjour. Vous êtes fondateur associé du Family Office Art et Finance. Alors vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on intègre. Est-ce que déjà, quand vous intégrez une œuvre d'art dans une gestion patrimoniale, est-ce que vous pensez déjà à sa capacité de revente ? Bonjour Sybille. Alors en fait, on voit l'art de deux façons. On voit l'art d'une part comme un investissement patrimonial, mais également comme un investissement plaisir. Donc en fait, en fonction des catégories de clients, de population, c'est l'une ou l'autre catégorie qui peut être concernée. Oui, cette émotivité qui change quand même beaucoup de choses, en fait, finalement, dans l'investissement dans l'art. Tout à fait. En fait, la clé principale est de savoir chez l'investisseur plaisir ou chez l'investisseur patrimonial, quel est son objectif Oui. premier, son objectif principal. Est-ce que c'est le conserver pour le mettre chez lui, pour le faire trôner au-dessus de sa cheminée? Est-ce que c'est de le mettre au coffre et de le transmettre comme on transmettrait un patrimoine financier? Oui. Ou est-ce que c'est tout simplement un investissement financier avec, cette fois-ci, un besoin de liquidité? Puisqu'un investissement financier, l'idée, c'est de faire une plus-value, de faire un gain le plus rapide possible, le plus important possible. Et là, effectivement, la liquidité est un critère essentiel. Sur quoi ça repose, cette liquidité ? Est-ce que c'est possible de la calculer ? Quels sont les paramètres ? Bien sûr. Alors, quand on parle de liquidité, il faut d'abord revenir au marché mondial de l'art. Le marché de l'art, c'est entre 50 et 70 milliards de transactions au niveau mondial. 2 tiers concernent le marché privé et 1 tiers le marché public, ce qu'on appelle le marché public. Les ventes aux enchères. Tout à fait, Oui. effectivement. 90% des transactions sont réalisées sur des œuvres peintes après 1874, ce qu'on a le Soleil levant de Monet, qui est le début de la période impressionniste. C'est très important de voir à partir de quand démarre cette volumétrie en termes d'art contemporain. Les artistes du XXe siècle ont été très très prolifiques. On peut parler de Picasso, on peut parler de Warhol, on peut parler de Basquiat. Et effectivement, la profondeur du marché de l'art un des critères principaux de cette profondeur, ça va être l'alimentation en termes de montant d'œuvres. Combien d'œuvres chaque artiste a produit. Exactement. Un deuxième critère important, c'est est-ce que ces œuvres sont muséales, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une reconnaissance de la part des musées, est-ce qu'il y a une reconnaissance de la part du marché, des professionnels, de la part des investisseurs, des collectionneurs, des institutions, etc. Exactement. C'est un autre critère important. Le troisième critère, effectivement, sur la liquidité, c'est le montant, le quantum. Et on s'aperçoit que plus de 50% des transactions au niveau mondial est constituée d'œuvres à partir d'1 million de dollars. Donc ça, c'est très important. Et que 80% des transactions se fait sur des œuvres dont le montant minimum est de 50 000 dollars. Donc ça, c'est des... Alors ça, ce sera sur quelle... c'est-à-dire, quand vous parlez de ces transactions, c'est n'importe quelle transaction, c'est-à-dire en galerie... Je parle d'art contemporain. D'accord. Pour parler des galeries, c'est une très bonne remarque. Pour parler des galeries, il faut savoir que le stock moyen des galeries, 80% des stocks des galeries tournent en moyenne tous les 2 ans. D'accord, oui. Effectivement, je vous donne des chiffres parce que notre structure qui s'appelle Art et Finance, qui est un multifamily office de l'art, notre structure est là pour accompagner nos clients, nos investisseurs, nos amateurs d'art, pour les aider, soit dans le conseil à l'achat, à la vente, le leasing, le mécénat, le transport d'art, le stockage d'art. On a créé un 360 autour de l'art. Et puis, sans oublier un certain écosystème, on a créé l'ABC de l'art, l'Art Business Club de l'art, c'est-à-dire un écosystème de néophytes ou de personnes beaucoup moins profanes. On se retrouve ensemble pour justement parler d'art, rencontrer des artistes, faire des expositions. Et cet écosystème est assez atypique dans le monde de l'art. Pour revenir à votre critère de la liquidité, on a parlé effectivement de quantum, de montant, mais d'autres critères sont également très importants. Plus une œuvre est
imposante, plus une œuvre elle est grande, plus elle prend de la place, moins elle va être liquide. Bien sûr. Un autre critère en termes de liquidité est sa propriété, l'origine de propriété. Est-ce qu'on peut trouver facilement toute la chaîne de propriété depuis maintenant, on va dire, plus d'une centaine d'années, notamment de la période avant-guerre et puis de la Deuxième Guerre mondiale, puisque effectivement cette reconnaissance de propriété est importante pour la liquidité. Et puis un troisième critère, c'est l'état de l'œuvre. Un autre critère, donc l'état de l'œuvre, est-ce que l'œuvre est en bon état, est-ce qu'elle a été abîmée? Donc finalement, l'art contemporain, des œuvres muséales, un certain montant, un droit de propriété, un chaînon dans le droit de propriété, et bien entendu L'État, etc. Exactement, l'État. Non, mais tout ça, c'est fondamental de regarder toute. En fait, voilà, pareil, le 360 d'une œuvre, dans quel marché elle se situe. Juste pour qu'on sache par rapport aux autres actifs qu'il y a dans un portefeuille, est-ce que l'art, c'est considéré comme la chose, on va dire, la moins liquide par rapport aux autres? Comment vous situez ça? Alors non, pas du tout. En fait, l'art fait partie, c'est une classe d'actifs, une classe de diversification. En fait, si elle est bien achetée, si elle est achetée à son juste prix, eh bien, elle sera liquide parce qu'elle pourrait être revendue et elle pourrait être bien revendue et donc bien liquide si effectivement tous les autres critères qu'on a évoqués sont pris en compte. Ensuite, il y a aujourd'hui des moyens de segmenter, de préciser sur certaines catégories en matière d'œuvres d'art, contemporain. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on peut apporter au travers d'instruments financiers également une valeur ajoutée sur la revente et donc sur la liquidité. Ce serait quoi ces instruments financiers? Ça passerait par quoi, par exemple? Vous n'êtes pas obligé de tous nous les donner, mais peut-être... Bien sûr, je vais en citer deux. Le premier, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding de l'art, un petit peu comme à l'époque le crowdfunding immobilier. Aujourd'hui, il a été largement remplacé par le crowdfunding de l'art, c'est-à-dire en fait la faculté de pouvoir à plusieurs investisseurs acheter une même œuvre en vue, très souvent, de la revendre avec une plus-value. Un deuxième moyen d'avoir de la liquidité sur une œuvre, eh bien, c'est d'aller obtenir un financement adossé à cette œuvre. Effectivement, certains marchands, certains galeristes ont besoin, pour faire tourner leur stock, d'avoir un financement adossé. C'est la raison pour laquelle, chez Art et Finance, on a développé des expertises métiers pour adresser cette clientèle. Est-ce que vous nous avez donné quelques critères? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples? Par exemple, une œuvre pour vous, aujourd'hui, cet instant T 2026, serait vraiment très, très liquide. Une autre où là, on aurait beaucoup plus de mal. Bien sûr. Alors, très pragmatiquement, dès lors que vous êtes sur ce qu'on appelle des masterpieces, c'est-à-dire des œuvres d'art dites muséales, on va parler de Picasso, on va parler de Renoir, on va parler de Basquiat, on va parler d'œuvres qui ont d'une grande profondeur en termes de volumétrie. Et puis même d'histoire de vente peut-être. C'est vrai que des ventes aux enchères d'œuvres de Warhol, ça fait quand même tout à fait. un bel historique, quoi. Exactement, c'est un critère important dans la liquidité. Et puis avec bien sûr des montants importants. Aujourd'hui, on s'aperçoit, force est de constater que plus les montants sont importants, plus la liquidité est présente sur le marché. A contrario, sur des œuvres beaucoup plus de montants beaucoup plus de jeunes artistes il y a eu une bulle il y a quelques années, un peu comme la bulle de l'internet. Et bien malheureusement, sur des artistes moins connus, moins muséaux, d'importance moindre, malheureusement, effectivement, la liquidité est bien moins présente. Plus faible. Est-ce que les ventes en ligne ont changé quelque chose à ça, cette facilité de revente? Alors, effectivement, je pense que l'Internet, la vente en ligne a permis une meilleure publicité, une meilleure communication mondiale. Pourquoi? Puisqu'on s'aperçoit que le marché aujourd'hui n'est plus un marché local, c'est un marché international. En fait, certains pays sont très représentés en matière d'acquéreurs, notamment les États-Unis, comme un des premiers marchés, l'Asie,
le deuxième marché, et puis ensuite certains pays d'Europe. La France, moins, malheureusement. L'ancien fiscaliste que je suis vous dirait que la fiscalité n'y est pas pour, comment dire, y est pour quelque chose, puisqu'en fait, certains grands investisseurs, certains grands collectionneurs ont quitté la France pour aller s'installer ailleurs, voire c'est tout simplement des grands investisseurs internationaux qui viennent acheter certaines de nos œuvres muséales avec des prix et des montants que nous, investisseurs français, nous ne pouvons pas, sur lesquels nous ne pouvons pas rivaliser. Oui, mais vous avez parlé de bulles tout à l'heure. Justement, votre rôle, c'est d'essayer quand même de toujours voir. Et puis vous aviez dit aussi les montants les plus élevés peuvent être ceux qui sont les plus liquides. Mais parfois, la difficulté, justement, c'est d'arriver un petit peu avant ce montant trop élevé qui va nous faire sortir de sa zone de liquidité. Tout à fait. Et c'est là où bien acheter, c'est la règle d'or. En fait, que vous soyez sur une œuvre d'art, que vous soyez sur une action ou que vous soyez sur un bien immobilier, dans tous les cas, c'est à l'achat que l'on fait sa valeur ajoutée, que la liquidité se trouve. Et donc, si on est bien conseillé, c'est la raison pour laquelle en art, comme dans les autres classes d'actifs, il est essentiel d'être bien conseillé. Ce serait ça, du coup, j'allais vous demander en dernière question, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaite investir dans l'art et constituer peut-être un portefeuille équilibré? Faites-vous accompagner par un professionnel de l'art. Essayez de trouver la personne qui sera la plus adéquate en fonction de votre profil, en fonction des montants que vous avez à adresser, pour que justement vous soyez aidé, soit à constituer votre collection, soit même à faire trouver par des professionnels des œuvres qui ne sont pas forcément sur le marché public, mais sur le marché privé. Et c'est là où on peut vous aider. Et quand on parle aussi, ma dernière question, c'est sur cette temporalité, en termes de temporalité de revente. Là, ça peut aller du simple au double. Tout est bon en fonction de l'œuvre. Alors en fait, oui, effectivement. La temporalité, ce que nous demande un certain nombre de nos clients investisseurs, c'est de leur trouver une liquidité, on va dire, entre 12 et 36 mois. Donc c'est court quand même. Entre 1 et 3 ans. Ça, c'est pour les investisseurs. Oui. Donc les investisseurs sont des investisseurs un peu comme des investisseurs financiers. Contrairement à des investisseurs plus patrimoniaux ou à des collectionneurs de long terme, pour qui, entre guillemets, l'idée de constituer une collection en vue de la transmettre. Oui, donc là, les temporalités sont très différentes. Exactement. Merci beaucoup, Jean-François Filty. Je rappelle que vous êtes directeur associé du Family Office Art et Finance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous expliquer tous les rouages de la liquidité. Merci Sybille, merci beaucoup. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Art et Marché. Merci.